Des films en campagne, un documentaire signé José Bourgarel, nourri, vous l'avez vu, d'archives exceptionnelles qui montrent à quel point l'image télévisuelle est importante en politique. Trop ? Peut-être. On va se poser la question avec nos invités. Avec nous aujourd'hui, Benoît Thiolin, bienvenue. Ancien président du Conseil national du numérique, ancien directeur de la Net Campagne de Ségolène Royal en 2007. En clair, vous l'avez conseillé sur sa stratégie numérique. Franck Louvrier est également avec nous, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes maire LR de La Baule, conseiller politique de Valérie Pécresse. Vous étiez le conseiller en communication de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012, donc pendant toute la durée de son mandat présidentiel. Robert Zarader est également avec nous, bienvenue. Vous êtes économiste, conseiller en communication, président de Bonafide, et vous avez conseillé, vous, François Hollande, avant et pendant sa présidence. Le président normal, ça vient de vous. Et vous avez ensuite conseillé Emmanuel Macron. Merci à tous les trois d'être avec nous. Je voudrais qu'on reste précisément et uniquement, pour l'instant, sur ces spots de campagne à la télévision et sur leur histoire. Robert Zarader, est-ce que vous diriez qu'ils ont vraiment révolutionné les campagnes électorales, révolutionné la façon de faire de la politique, comme semble le dire le film ? Moi, je crois qu'ils ont surtout accompagné, finalement, des évolutions majeures, à la fois médiatiques, enfin, sur l'usage de la communication, et des évolutions sociétales. C'est-à-dire que le rapport aux médias, le rapport aux politiques a énormément changé durant cette période. Et c'est ce qu'on peut aussi lire à travers ce parcours. Et on peut le lire par rapport à une histoire, à des dates données, c'est intéressant. Et on peut lire aussi par rapport à l'évolution de personnalités politiques qui vont elles-mêmes couvrir cette période pour certaines d'entre elles. Une adaptation d'accompagnement, Franck Louvrier, mais est-ce que c'est déterminant pour les votes ? Est-ce que ça a été vraiment déterminant pour le vote ? Est-ce qu'on pourrait dire La télévision, d'abord, est un élément important dans la décision pour l'électeur, même si, d'abord, ces émissions officielles, comme on dit, sont des émissions qui s'adressent à une population bien précise, on connaît bien en termes d'audience, mais c'est surtout, c'est que, comme le disait à juste titre Robert Zarader, c'est qu'on voit aussi en creux l'impact de tout l'univers médiatique autour de ça. L'émission officielle s'accélère parce qu'on arrive dans les chaînes d'information continue. L'émission officielle est nourrie d'émissions de terrain, grâce notamment aussi à la possibilité de pouvoir ouvrir un peu plus avec des techniques audiovisuelles différentes. Mais là aussi, on a des émissions officielles où on voit des hommes politiques ou des femmes politiques sur le terrain. Donc, au fur et à mesure, il y a, en parallèle de ces émissions politiques et de ce documentaire, toute l'évolution de la télévision, en fin de compte. Mais le spot de campagne en particulier, est-ce que lui, il est déterminant pour le vote ? Parce qu'il a montré le spot ses de campagne, preuves. c'est un rendez-vous. Et à juste titre, il y a un de vos confrères qui explique que c'est un rendez-vous important parce qu'on attend de voir sur la même ligne de départ tous les candidats. Parce qu'en fin de compte, tout le monde a accès, tous ceux qui ont leur signature, ont accès à la télévision. Et donc de ce fait-là, on les compare. Donc c'est comme quand vous arrivez dans un grand hypermarché, vous êtes sur le rayon et là, vous avez tout le monde sur le rayon. Tout le monde sur un même pied d'égalité. Tout le monde sur un pied d'égalité, et avec moins d'expérience que d'autres, etc. Bien sûr, mais en tout cas, tout le monde sur un même pied d'égalité. Et du même coup, la comparaison peut être assez amusante, si ce n'est même parfois, il y a de la curiosité derrière tout ça, parce qu'on se dit, tiens, on va les regarder, on va voir comment ça se passe, comment est-ce qu'ils peuvent utiliser leurs quelques minutes, chacun, de façon optimum. On verra d'ailleurs quelques images à nouveau de ceux qui ont eu des facilités pour le faire et d'autres un petit peu moins. Benoît Thiolin, ces spots de campagne ont aussi effectivement été déterminants pour l'opposition, les oppositions qui n'avaient pas forcément cet accès aux médias de masse. Bien sûr. Et d'ailleurs, on le voit dans le documentaire, c'est que ça a quand même beaucoup plus d'impact et c'est beaucoup plus regardé. Il y a ces anecdotes que moi je ne connaissais pas, comme quoi les gens se donnaient rendez-vous parce que tout le monde n'avait pas la télévision en 65. Et donc où il y avait vraiment une espèce de curiosité de découvrir c'est quoi l'opposition à l'heure de la télévision. Et c'était les tout débuts au fond de la télévision politique que De Gaulle d'ailleurs avait magistralement lancé d'une certaine manière. Et donc oui, on se rend bien compte qu'en 65 c'est un événement et que c'est un événement tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres occasions. Ils le disent d'ailleurs quasiment tous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y en a au moins 2 ou 3 candidats qui disent écoutez, pour une fois qu'on a l'occasion de parler aux Français, je suis très heureux de le faire. C'est une aubaine. Alors, évidemment, c'est très particulier la situation de la télévision française et de la communication politique à l'époque, dans les années 60. L'ORTF verrouille quand même beaucoup les accès à la télévision. C'est encore le ministre de l'Information qui rédige quasiment le journal de 20 heures. Donc on est dans une situation très particulière. Évidemment, en 65, c'est tout d'un coup une espèce de lucarne qui s'ouvre sur l'opposition et il y a un appel d'air qui est terrible. Alors c'est vrai qu'ensuite, au fur et à mesure que la télévision va d'abord publique se libéraliser, au fur et à mesure qu'il va y avoir d'autres télévisions, d'autres radios qui vont devenir beaucoup plus importantes, au fur et à mesure aussi que Internet et ensuite
les chaînes d'information on en parlera, évidemment. On voit évidemment que ce qui était quelque chose qui était unique en 1965 va l'être beaucoup moins. Mais c'est là où je trouve que le documentaire est intéressant. Il va se banaliser, vous voulez dire? Ça va se banaliser, donc ça va en tout cas être noyé au milieu d'un foisonnement d'images, etc. Mais il demeure quelque chose d'intéressant pour nous aujourd'hui, avec notre œil un peu d'historien, au fond, en regardant ce documentaire. On a quand même là un objet qui est quasiment une espèce de carotte géologique parfaite, qui nous montre au fond l'évolution de la politique, de la communication politique à l'heure de la télé et des images de manière absolument égalitaire. Et ça, c'est incroyable. Et par ailleurs, je pense que pour les Français, même s'il faut quand même relativiser un peu les audiences, nous à l'époque, je me souviens quand je m'en étais un peu occupé, il y a un des films d'ailleurs, je crois auquel j'avais contribué. Les audiences de ces spots de campagne, vous voulez dire? Oui, qui sont quand même très relativisées par rapport à l'ensemble des audiences. Très confidentielles? Confidentielles, non, c'est important. Et comme le disait Franck... C'est du prime, c'est du prime time en général. Il y a des créneaux qui sont plus tardifs ou plus tôt le matin, mais vous avez des créneaux autour de 20h, donc c'est quand même des créneaux importants. Il y a quelques créneaux qui sont importants. Ensuite, voilà, la profusion d'images est telle que... Mais je crois que les Français y restent attachés parce que c'est comme la profession de foi. C'est une profession de foi, mais télé. Les gens sont habitués à ce que, tous les 7 ans, maintenant tous les 5 ans, voilà, il y ait cette espèce de passage obligé de l'homme politique quand il est candidat. Sauf que je le disais, ça n'a pas été facile pour tout le monde. Et dans le documentaire, on redécouvre cette séquence absolument incroyable où François Mitterrand est en difficulté. Il bafouille, il s'arrête net. Et puis, il y en a d'autres qui ont eu des facilités et qui ont compris qu'ils avaient une carte à jouer. C'est même un peu ce qu'on appelle le début des coups de com'. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On est en 74, regardez. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Robert Zarader, c'est une pépite, une séquence comme celle-là. Est-ce que ces spots de campagne ont quand même révélé aussi des personnalités avec du fond, le message, on l'entend, on le comprend, il est clair? Oui, et puis c'est le premier... homme politique qui incarne réellement l'écologie sur cette période-là. Donc il y a une force, voilà, c'est un personnage. C'est-à-dire qu'il y a tout autour de lui vraiment une construction de la personnalité. René Dumont accède à une notoriété à laquelle il n'aurait pas forcément accédé sans ce clip. Voilà, et par ailleurs, effectivement, ce clip, c'est le jeu avec un objet à un moment donné qui casse un peu le regard et qui va faire que... Ce verre d'eau va proliférer et va être sa marque de fabrique. Dans le film, on voit un peu plus loin, de mémoire, ça doit être Antoine Vechter, qui avec qui fait moins moderne que lui, quasiment quelques années après. Qui effectivement n'a pas du tout, enfin, une espèce de copier-coller ou le McDo, puisque c'était ce qu'il voulait viser. Et l'eau sont substitués, mais ça marche pas du tout. Quoi. Mais est-ce qu'on peut autant marquer les esprits aujourd'hui avec un spot, avec un clip? Bien sûr. Vous savez, ce qui compte, c'est la créativité. C'est ce qui coûte le plus cher. C'est ce qui est le plus difficile. C'est la bonne idée. Et dans une campagne, qu'elle soit télévisée ou autre, c'est vraiment ce qui est précieux. C'est quoi la bonne idée du moment? Ce serait quoi la bonne idée du moment? La bonne idée du moment, ça, j'en sais rien. Il faudrait faire, comme on dit, un brainstorming. mais en tout cas, je pense qu'à chaque fois que vous avez des formats de ce type, vous voulez pas vous répéter, vous voulez essayer de varier les plaisirs tout en étant très contraint par l'organisation, le format et même les moyens, même les moyens techniques. Moi, j'ai fait ceux de 2007 et de 2012, donc je peux vous assurer que ça prenait énormément de temps. Parce et puis il faut sentir les choses, il faut sentir ce qu'attendent les Français probablement. Alors est-ce qu'on met le candidat en avant, est-ce qu'on met les citoyens en avant? Parfois un peu décalé avec le temps, en plus qu'il faut en préparer un peu en avance. Enfin, il y a vraiment une lourdeur, je dirais, administrative et audiovisuelle qui ne permet pas beaucoup de créativité et qui permet pas beaucoup de réactivité, ce qui est bien dommage parce que honnêtement, quand on a des créneaux comme ça, on pourrait vraiment s'amuser. Benoît Thuélien, ce serait quoi le bon clip de campagne là, pour 2022 d'après vous? C'est quoi la tendance du moment? Est-ce que c'est la mise en avant du candidat, la mise en avant des idées, une force de frappe incroyable avec des images incroyables? Ce serait quoi d'après vous? C'est difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que je rejoins Franck Louvrier là-dessus, c'est-à-dire que c'est ce que les autres ne font pas. Et il y en a quelques-uns qui ressortent, 74. Comment le savoir? Parce qu'on les voit comment ils sont diffusés au fur et à mesure. Quoi. Il est clair que celui de 88 de Séguéla est un chef-d'œuvre absolu. Enfin,
il frappe tout simplement parce qu'il ne ressemble absolument à aucun autre. Lequel, rappelez-nous? Celui de la Révolution. Celui qui fait 200 ans d'histoire, plus on est un petit peu avant le bicentenaire de la Révolution française, qui part de 1789, qui marque toute l'histoire notamment de la gauche française jusqu'à François Mitterrand, qui se termine sur le visage de l'affiche de France Unie et qui se termine sur la France Unie. C'est un petit chef-d'œuvre. Donc, ce serait de faire quelque chose d'équivalent, c'est-à-dire au fond quelque chose qui casse les codes et qui vraiment innove et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Lorsque la télévision et ses films arrivent, c'est encore, j'ai envie de dire, le fond qui prime sur la forme. Mais au fil des années, l'image, on peut le dire, a pris de plus en plus d'importance. On en est même arrivé à changer, à modifier le physique des candidats. À tort ou à raison, vous allez me le dire dans un instant. Je voudrais d'abord qu'on regarde cette scène racontée justement par Jacques Séguéla sur François Mitterrand. Elle est très intéressante, regardez. Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais vous avez un tailleur de la rive droite, il faudrait prendre un tailleur de la rive gauche. Et puis, Monsieur le Président, j'ai pris une grande respiration comme ça, je dis, Monsieur le Président, il faut aussi changer de dentiste. Silence de mort. Bon. Une minute qui a paru un siècle, et puis on a continué. Et la fois d'après, il est arrivé, il avait changé de dentiste, parce qu'il avait 2 dents surnuméraires ici, qui le transformaient en une bête féroce. Donc, il ne pouvait pas rire à la télévision. Et c'est pour ça qu'il était très crispé. Alors, Franck Louvrier, là, je vais prendre mon esprit critique de journaliste. Est-ce qu'à ce moment-là, ça commence pas à aller trop loin, justement? Non, Jacques Séguéla a raison. La télévision, elle s'écoute avec les yeux. Vous pouvez travailler sur le fond, vous pouvez avoir un candidat qui parle très bien, qui a très travaillé ses réponses, mais si la forme n'est pas bonne, le fond n'est pas porté. Combien de fois on a fait, avec Nicolas Sarkozy, des émissions en prime time, et on avait travaillé, comme on dit, on avait réussi en peu de temps à mettre le redon dans la valise. Vous savez, c'est une expression qui dit on a réussi à tout mettre, tout rentrer dans 5 minutes. Tous les messages. Voilà, c'est une expression qui vient plutôt de Bercy, si on essaye de mettre le budget dans les impératifs budgétaires de l'annuel. Mais voilà, donc on y arrivait, et en fin de compte, vous avez eu votre téléphone qui sonne après, et les gens ne vous parlaient pas du tout de ce qu'il avait dit. Ils disaient, mais franchement, la cravate, la couleur, elle n'était pas formidable. Et les gens vous répétaient, parce qu'il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que vraiment, la télévision, elle se regarde autant qu'elle s'écoute. Et ça, c'est un élément majeur lorsque vous faites une intervention de ce type. Parce que la première chose que regardent les gens, alors surtout à ces horaires-là, où ils sont à table, où ils vont commencer à peut-être dîner, etc. Donc parfois on coupe le son, on regarde juste l'image, puis quand on voit que ça peut nous intéresser, on augmente le son. Donc voilà, donc il y a vraiment un impératif, et c'est vrai qu'à l'époque, Jacques Séguéla, je pense que ça devait vraiment le déranger, même si ça rappelait peut-être une campagne de la gauche, c'était au secours, la droite revient, c'était un loup avec des dents qui sortaient, mais ça c'était un peu plus tard. Mais bon, non, mais au-delà de ça, et de cette boutade, je pense vraiment qu'il a raison, c'est qu'il faut autant retravailler le fond que la forme. Mais Robert Zarader, ça veut dire qu'il faut correspondre à des normes, même physiques, je veux dire, pour prétendre à l'Élysée. Il y a quelque chose d'un peu triste aussi là-dedans, ça veut dire qu'il faut rentrer la réalité, dans une case. Pour ce que vient de dire Franck, c'est la réalité de ce qu'est la télévision. Donc la télévision, il y a à la fois ce qui est introduit sur l'image et le fond, mais ça s'invite chez vous. Voilà. Mais alors jusqu'où ça peut aller? On peut conseiller à un candidat de faire de la chirurgie esthétique? Écoutez, on peut conseiller à un candidat de faire des évolutions éventuellement marginales physiques. On va pas, voilà, c'est assez fort. Ça étant dit, maintenant, je viens de comprendre que Jacques Séguéla a dû conseiller François Fillon sur le changement de tailleur. Benoît Thielin, c'est quelque chose de terrible. On se demande même si finalement la forme ne prend pas le pas sur le fond. Comment dire, le fait que le physique joue et qu'on cherche un peu à l'améliorer, voilà, après tout, nous-mêmes, on se maquille pour venir sur ce plateau, parce que sinon on aurait un teint plus blafard. Oui, ou on brillerait, il y aurait des exactement. choses gênantes. Le fait qu'il y ait quelque chose, le fait qu'on s'adapte aux médias n'est pas en soi choquant. Et je vous dirais, à la limite, alors je sais pas s'il faut aller jusqu'à aller sur le billard et subir des interventions de chirurgie esthétique, mais même si sûrement certains l'ont fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que c'est ça qui est le plus choquant, ou est-ce que c'est quelquefois le reproche que l'on peut faire d'adapter le discours et le fond à ce que les gens attendent ou à ce qui est dans l'air du temps. Très honnêtement, je suis pas sûr que le fait de se faire limer les canines soit au fond un vrai problème politique. Alors que parfois, on peut se demander si le fait d'aller dans le sens du vent de l'opinion sans se soucier au fond de ses propres convictions n'est pas plus dommageable. Donc vous voyez, c'est pas forcément contradictoire, et ce fait-là, moi, ne me choque pas. Encore une fois, voilà, ce média a ses contraintes. Quand vous allez à la radio, on vous dit il faut poser sa voix. Il y a des gens qui ont des voix de radio, il y a des gens qui n'ont pas des voix de radio. Bon, il y a des gens qui prennent
des cours pour ça. Pendant cette campagne, il y a 2 éléments sur la forme qu'on jouait, qui sont des éléments intéressants. Éric Zemmour a mis des lunettes. Oui. Il n'en avait pas, et on sent qu'il a travaillé son physique. Yannick Jadot, quand il fait le 20h d'une grande chaîne de télévision, il met une cravate. Absolument. Ça prouve bien qu'il prend en compte, bien évidemment, ses téléspectateurs. Ils savent très bien que c'est des personnes qui sont sensibles à ce que, quand même, on ait un statut de président de la République. On ne peut pas se permettre d'arriver chemise ouverte, col ouvert ou en polo sur des plateaux de télévision. sa personnalité. Oui, ou alors pour envoyer un autre parce message. que la façon dont Philippe Poutou c'est ce que j'allais vous dire. Je pensais à lui. Lors des derniers débats présidentiels, c'était une partie de son personnage, y compris son comportement, c'est-à-dire le fait de se retourner, de discuter avec les gens qui le conseillent derrière. Mais il peut se permettre. Mais le candidat devient une marque alors? Il devient quelque chose qu'on expose, une marque, la marque d'un parti, la marque d'idées? Alors c'est vrai, mais comme le dit le reportage, le documentaire à juste titre, c'est que plus vous êtes présidentiable, moins vous prenez de risques. Alors que le pire risque, c'est celui de ne pas en prendre. Donc vous voyez un peu la difficulté de l'exercice. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut que vous en preniez pour vous distinguer des autres, mais plus vous êtes proche de la roche, plus la difficulté, c'est que vous prenez beaucoup de risques aussi pour ne pas réussir à l'atteindre. Donc voilà, donc il est là aussi, je dirais, l'enjeu majeur. Et c'est vrai qu'on voit bien... On ne se concentre pas moins sur les idées. Les idées n'en deviennent pas bien secondaires. Sûr, elles sont indispensables, les idées. Mais la seule chose, c'est qu'il faut prendre en compte les deux et rien négliger. Mais la communication politique, c'est un leurre de penser que c'est elle qui fait totalement l'élection. La communication politique, c'est une contribution, mais les idées, la façon dont elles se forgent, la façon dont, à un moment ou à un autre, on assiste quand même, on peut l'espérer pour la campagne actuelle, à des débats. Les idées bougent, les idées, effectivement, influencent énormément. Donc, il ne faut pas réduire les idées à leur seule scénarisation. Ce qui est important aussi dans la télévision, c'est qu'elle fixe l'agenda. À la limite, beaucoup plus que les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à certains moments, elle vient marquer un sujet. Et ça, c'est aussi un point qui fait que la télévision reste importante encore, parce qu'elle va, alors avec plus ou moins de talent, plus ou moins de liberté, essayer à un moment donné de marquer le sujet et l'agenda. En particulier pendant une campagne présidentielle, Benoît Thiolin? Ou c'est tout le temps maintenant? Non, alors moi, je ne suis pas complètement d'accord avec Robert Zarader. Comment dire? Je pense que la télé reste le média de masse qui domine, au fond, l'environnement médiatique et a fortiori dans une campagne présidentielle. Donc, le fait de pouvoir vous adresser à plusieurs millions de personnes en même temps, qui sont globalement qui vous écoutent, qui vous regardent, il n'y a pas beaucoup d'autres équivalents. Et par ailleurs, avec une diversité d'audience que vous n'avez pas. Vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez atteindre quelquefois des audiences qui sont pas loin de celle d'une chaîne de télé, encore que c'est quand même assez rare. Mais ce sont les militants, ce sont des gens qui regardent très particulièrement un blog ou autre. La télé reste reine de ce point de vue-là. En revanche, on le voit avec les chaînes d'information en continu, elles prescrivent beaucoup, c'est vrai. Elles s'inspirent aussi beaucoup des médias sociaux. C'est-à-dire que si vous regardez et toutes les critiques que l'on adresse aujourd'hui à un certain nombre de chaînes d'information en continu, c'est bien le fait qu'en réalité, elles sont autant à regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, moi qui suis allé sur CNews il n'y a pas si longtemps, très fréquemment sur CNews, on va vous prendre quelqu'un qui lui-même s'était adressé sur les médias sociaux. C'est quoi, c'est une twitterisation de la télévision et de la communication politique? Fox News, qu'on a beaucoup critiqué pour la manière dont il avait finalement percuté l'agenda politique et médiatique des campagnes présidentielles aux États-Unis, Fox News suivait au fond les trending topics d'un certain nombre de médias sociaux. Donc bien sûr que la télé reste prescriptrice. Le navire amiral. Mais comme je vous dirais, le Monde l'est aussi malgré tout. Si vous écoutez les JT ou si vous écoutez les journaux le matin à la radio, ils ressemblent beaucoup à ce que vous avez lu la veille dans Le Monde. Ou ce sont les sujets en point. C'est les sujets qui sont en audience maximale, par exemple sur Twitter. D'accord. Franck Louvrier. Non, c'est vrai que la télévision a toujours son rôle à jouer, parce que c'est un rôle de masse, c'est un média de masse, donc vous adressez à un maximum de monde. Alors maintenant, il est vrai que la télévision, maintenant, s'aspire un petit peu des réseaux sociaux pour essayer justement d'être à la mode. Les émissions politiques d'il y a 10 ans, elles sont plus faisables aujourd'hui. D'abord, l'image politique se démode très très vite. L'image aussi bien papier que l'image télévisuelle se démode très vite. On le voit dans le documentaire. On voit bien que ces images-là, aujourd'hui, on pourrait même pas les refaire, même des précédentes campagnes. Donc on a vraiment à prendre en compte l'univers dans lequel ça se passe. Alors, comme on dit, ça veut dire qu'on ne gagne pas ou on ne perd pas une élection sur une apparition à la télé. D'abord parce qu'il y en a plus qu'une, il y en a plusieurs. Et puis surtout, c'est que... Même en 20h. Alors non, mais il y a surtout le rendez-vous du deuxième tour. On dit toujours, le deuxième tour, c'est un rendez-vous... D'abord, je pense que ça ne fait pas bouger une voix.
Le duel d'entre deux tours? Mais non, parce qu'en fin de compte, les convaincus restent convaincus, et ceux qui ne le sont pas, ça peut se répartir un petit peu, mais pas beaucoup. Et donc, on a en réalité, vous verrez, dans les résultats des sondages d'avant et d'après de débat, on a rarement des évolutions très fortes. Mais par contre, aujourd'hui, on ne pourrait pas se permettre, ça va être très compliqué d'avoir qu'un seul débat. On le voit bien, on voit déjà monter le sujet. Je veux dire, Emmanuel Macron ferait une erreur majeure s'il n'acceptait pas de débattre avec quelques-uns des candidats avant le premier tour. Parce que c'est dans... Il ne peut pas le faire avec quelques-uns, il faut qu'il le fasse avec tous. Ça, c'est à lui de se débrouiller avec le CSA, ou c'est le CSA de se débrouiller. Mais je veux dire, il y a un impératif de débattre aujourd'hui. Il y a des débats partout sur les chaînes d'information continue, et la seule personne qui ne pourrait pas débattre, c'est celui qui se présente à l'élection présidentielle et qui est le sortant. C'est pas possible. Donc vous voyez, on a vraiment là une évolution aussi de la télévision. Comme on l'a vu dans le documentaire, cette évolution-là, elle est qu'on ne la consomme pas de la même façon. Donc il y a une injonction aujourd'hui de la télévision sur... Oui, vous savez, entre Aristide Briand et Emmanuel Macron, il n'y a pas la même usure politique, parce que Aristide Briand, il voyait moins de monde dans toute sa carrière qu'Emmanuel Macron avec 3 ou 4 émissions de télévision. Donc c'est ça aussi la difficulté, c'est que c'est très, très intense sur le moment de votre exercice de pouvoir politique. Robert Zarader? Bien, de toute façon, l'équation du président sortant, on sait très bien qu'elle est toujours extrêmement difficile, extrêmement complexe. Oui. Je crois que ce qui se passe là actuellement, si on regarde un peu les choses d'un peu plus près, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une relative faiblesse du débat du premier tour. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que quand même tout le monde est dans un silo. Quelques-uns développent une campagne, d'autres débattent encore, notamment à gauche, de la primaire. Donc c'est quand même un peu particulier. Donc je pense que Emmanuel Macron joue de cela. C'est-à-dire qu'il considère que le débat ne mérite pas son intervention. Je crois qu'il faut faire attention parce que, je crois que parmi les reproches qu'on a pu faire à Emmanuel Macron dans le passé, l'espèce de distance, d'aucuns disent l'arrogance, pourrait être perçue aussi dans cette absence de confrontation, d'une part. Et d'autre part, vous parlez bien de confrontation télévisée. Télévisée. Et je crois, par ailleurs, que l'absence de confrontation risque aussi de devenir un élément de ceux qui, en face de lui, commencent à parler de précarité démocratique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Français, les citoyens ont envie de voir des débats d'idées, quoi. Parce que sinon, effectivement, on tombe dans la communication pure. Et là, on n'est pas à l'abri d'accidents. Et pour en revenir à Emmanuel Macron qui n'irait pas débattre avant le premier tour, dites-moi si je me trompe, mais Nicolas Sarkozy n'était pas allé débattre en 2012. Il avait envoyé des représentants. D'abord, c'était il y a 12 ans, donc ça a évolué. La télévision, on l'a vu avec le documentaire. Mais aujourd'hui, je pense que ce serait plus admissible. Non, moi je pense que le débat télévisé en réalité revient en force. Et qu'au contraire, alors d'abord il y a toujours eu un débat, hein. C'est-à-dire que il me semble avoir quand même lu qu'il y avait quelques instituts de sondage qui avaient montré quand même que le monopole du cœur en 74 avait fait déplacer quelques dizaines de milliers de voix. La fameuse séquence vous n'êtes pas le professeur, je ne suis pas votre élève en 80 également. Enfin, alors ensuite il y a toujours un débat sans fin pour savoir est-ce que ça a eu un vrai impact ou pas. Le lien de cause à effet ne sera jamais prouvé de manière absolument scientifique. Mais enfin, on sent quand même que ça a un rôle. Mais je dirais ce rôle s'est renforcé ces dernières années, simplement parce qu'il y a trop d'images. Qu'il y a beaucoup d'indécis, beaucoup plus qu'avant. Avant, on votait un peu comme un seul homme pour un parti, avec une tradition familiale, politique ou autre. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et par ailleurs, dans la profusion d'images qu'on a aujourd'hui, on connaît de moins en moins des politiques qui, en plus, se sont renouvelés. Et donc, je pense que si on regarde ces dernières années, dans les primaires notamment, ça a été très clairement le cas. Dans les primaires, il y a des visages nouveaux, ou en tout cas des visages qui n'étaient pas forcément premiers dans leur camp, qui ont parfois, sinon fait la surprise, carrément même gagné la primaire. Je pense que François Fillon, sans les débats qu'il y a eu dans la primaire, probablement n'aurait pas gagné. Et il y a eu beaucoup d'écrits en ce sens. De la même manière, Benoît Hamon n'était pas programmé, loin de là, pour remporter la primaire PS la dernière fois. Et je pense que ça va être un peu le cas, et ça s'est peut-être aggravé avec le fait que, quand vous regardez la notoriété des candidats au présidentiel, à part évidemment les très très grands candidats, il y en a quand même beaucoup sur lesquels on ne sait pas très bien ce qu'ils vont défendre, on ne les connaît pas nécessairement, etc. Donc je pense que les débats vont être importants. Et puis pour l'instant, on s'est toujours placé du côté du responsable politique, on ne s'est pas encore placé du côté du récepteur, parce que les récepteurs aussi ont évolué, il y a la com politique a évolué, mais les récepteurs aussi. Les récepteurs, c'est vous, hein, c'est moi, c'est le public. Et nous ne sommes plus les mêmes qu'il y a 30, 40 ou 50 ans. Ça n'a échappé à personne. Nous sommes d'ailleurs probablement un petit peu moins naïfs. Ça change évidemment la donne. Je voudrais qu'on écoute à ce sujet Isabelle Véramasson, dans le doc. L'intention de l'émetteur ne suffit pas à convaincre et il y a en face de lui des téléspectateurs, citoyens de plus en plus informés, qui vont plus longtemps à l'école, qui regardent plus souvent la télévision et qui sont devenus des spécialistes en communication politique.
Et j'ajouterais des téléspectateurs internautes, très branchés réseaux sociaux. Absolument. Le récepteur est-il encore récepteur d'ailleurs, puisqu'il est actif, puisqu'il interagit? Alors, moi, je pense que l'électeur est devenu consommateur. Et on le voit bien d'abord, à chaque fois, il a eu un président de la République pendant 5 ans ces derniers temps, et à chaque fois, il n'a pas été renouvelé. C'est pas un hasard, c'est qu'en fin de compte, il est zappeur. Et le téléspectateur est un zappeur, est un consommateur. Il est consommateur, il regarde, il change d'avis, il va avoir la possibilité de pouvoir avoir les éléments des uns et des autres assez facilement. Donc tout ça fait que, bien sûr, il y a de plus en plus de gens qui votent pas, à juste titre, et c'est une grosse préoccupation pour notre société, notre démocratie, mais il est aussi très versatile. Je veux dire, mais parce qu'il est aussi très averti, beaucoup plus habitué. Il n'est pas Mitterrand du début jusqu'à la fin, il n'est pas Macron du début jusqu'à la fin. Et puis il est moins dupe des jeux de communication, des outils de communication. Mon arrière-grand-père, il disait « Je suis Renault à vie ». Il achetait que des Renault. Est-ce que vous entendez aujourd'hui des gens qui vous disent « J'achète que Renault » ou que Peugeot? Voilà. Et c'était pareil en politique. On était gaulliste de sa naissance à sa mort. Voilà, loyauté. C'est fini. Donc l'électeur est vraiment devenu un zappeur et un consommateur. Et donc demain, il peut changer d'avis parce qu'il a pensé que tel sujet n'était pas soutenu, tel autre n'était pas défendu. N'est-il pas aussi lassé par les outils de communication? Il n'est plus dupe, le récepteur, le téléspectateur, l'électeur. Il voit bien qu'il y a des jeux de communication, qu'un tel va changer de vêtements, va mettre des lunettes, va se laisser pousser une barbe. Je veux dire, il y a aussi ça qui change la donne. L'électeur, surtout, aujourd'hui, il est de plus en plus acculturé à la communication politique. Donc il la connaît, il la voit. Donc les grosses ficelles, les lecteurs les voient maintenant. Mais oui. Et donc, du coup, ça complique le travail de tous les communicants et des responsables. Ça complique le travail des communicants, mais ça complique aussi la vie des politiques. Donc, il faut faire très, très attention à ça aussi, parce que, comme à un moment donné, on a considéré que, effectivement, le message était très, très descendant. Donc là, en vertical, hein, télévision. L'électeur est beaucoup plus acculturé. L'électeur, comme le disait Benoît, il a aussi tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et il faut voir aussi que les réseaux sociaux, je trouve que c'est intéressant aussi comme indicateur de dynamique. C'est-à-dire, au-delà de ce que ça apporte, c'est de voir comment ça évolue. Là, par exemple, sur cette campagne, moi, je suis marqué par le fait qu'en 6 mois, Éric Zemmour, sur les réseaux sociaux, ait pu voir, même s'il partait de bas, croître ses affidés, entre guillemets, de 300%. Quoi. Et donc, il y a quand même quelque chose, à un moment donné, qui indique quelque chose. Mais je crois aujourd'hui, je reste persuadé que quand même, la télévision, les débats restent très déterminants sur... Bien sûr. Et il y a aussi un autre point que je trouve un peu préoccupant, au fond, c'est que, comme le disait Franck Louvrier tout à l'heure, il y a beaucoup plus de télé, en fait, qu'avant. Et donc, le nombre d'heures tournées par semaine où des politiques doivent passer, pour eux, dans leurs agendas, c'est très compliqué. Mais je dirais, pour les téléspectateurs, pour le citoyen, c'est aussi compliqué, parce que vous ne pouvez pas regarder toutes les matinales, vous ne pouvez pas regarder tous les JT, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez regarder souvent des résumés ou ce qui va être repris, soit sur les médias sociaux qu'on va vous envoyer, etc., soit par d'autres chaînes. Et du coup, c'est une course à quoi? C'est une course, en fait, à la punchline. C'est une course à faire du bruit, à être entendu, parce que... C'est celui qui parlera le plus fort aujourd'hui qui peut gagner non, j'espère, heureusement que ce ne sera pas le cas. Mais on sent bien quand même que la polarisation, la radicalisation du débat public, elle est aussi due à ça. C'est-à-dire que si vous essayez de tenir un propos nuancé, vous allez... pour les gens qui vous écoutent à la télé, qui regardent le JT où vous êtes invités, ils vont peut-être l'apprécier, mais ce qui va être repris par les autres, par les médias sociaux, par les autres chaînes, va être très faible. Et souvent, je ne dis pas que c'est l'unique, mais on peut craindre une dérive, et on la voit en ce moment en permanence, qu'il y a une petite course, non plus à la petite phrase dont on parlait avant, mais là carrément au buzz, à la punchline, et ça ne sert pas le débat public. Ça, c'est à mon avis un motif d'inquiétude, parce que bien que ce soit à la télé, beaucoup, en réalité, on voit que c'est une culture des médias sociaux qui se projette dans la télé, et contre lequel la télé, finalement, ne peut pas faire grand-chose. Alors, est-ce que la clé, et ce sera peut-être ma dernière question dans ce débat, la clé cette année et peut-être dans les années à venir, ce ne serait pas un retour en arrière, un retour à une forme de vérité, d'authenticité, si tant est que ce soit encore possible? Est-ce qu'un candidat peut encore être authentique aujourd'hui? La télévision, elle ment pas. Comme le disait Robert Sarader tout à l'heure, maintenant c'est fini. Vous pouvez pas, vous avez bien vu, les épisodes de mensonges publics d'hommes politiques, ils ont été terribles. Donc, comme elle se comprend et que, en fin de compte, nos téléspectateurs sont éduqués à la télévision, exactement. Ils savent la maîtriser, ils le voient. Donc, ils sont à la fois zappeurs et consommateurs, comme on le disait tout à l'heure. Et en plus, il y a des changements assez rapides parce que vous passez énormément à la télévision, vous êtes souvent présent, vous êtes parfois déformé. Et donc, tout ça, ça use une personnalité, ça use une image et ça use la présence d'un homme ou d'une femme politique. La clé, ce serait pas l'authenticité, là, dans les mois à venir ou dans les années à venir, Robert Sarader? La télévision est de plus en plus authentique, en fin de compte. Parce non, mais les candidats
Les candidats, ils essayent. Ils essayent, mais le je crois que vous avez parfaitement raison. Moi, je suis absolument persuadé que la clé, c'est l'authenticité. Et pour prolonger ce que dit Benoît, c'est-à-dire que là, on est dans l'espèce de période où on est sur, je dirais avec un mauvais jeu de mots, mais sur le coup d'éclat permanent. C'est-à-dire qu'en permanence, on est en train de chercher le coup d'après. Et ça, c'est pour le coup extrêmement dangereux parce que c'est ce qui nuit à l'existence du débat. C'est-à-dire que tout le monde est... Dans le meilleur des cas, on parle en silo, et dans le plus mauvais, on s'insulte. Donc c'est quand même là une vraie difficulté. Et ça nuit à la démocratie. Oui, moi je crois que c'est un motif d'inquiétude. Alors il y a des choses, on peut lutter contre ça, mais on voit bien que pour l'instant, ça bénéficie. Robert posait la question de savoir comment Zemmour a réussi en quelques mois à avoir autant de présence et d'actifs sur les médias sociaux. La réponse, elle est aussi dans le fait que sa posture répond parfaitement à ça, et que c'est vrai qu'il faut monter les audiences, y compris sur les chaînes. Et donc il se retrouve dans une situation difficile à se dire, bah oui, on est obligé de l'inviter parce que ça marche bien. Il va falloir aussi, probablement, peut-être que la société va générer ses propres antidotes à ça. Je pense qu'à un moment donné, on va peut-être se lasser aussi du clash permanent, des petites phrases, en se rendant compte qu'au fond, d'où ma question c'est pas sur parce que l'authenticité. voilà, mais vous avez entièrement raison, c'est qu'on se rende compte que finalement, c'est pas parce qu'on a trouvé une petite formule, en plus on en entend partout en ce moment. Bon, au bout d'un moment, les gens vont se dire les formules, à un moment donné, c'est quoi la politique qu'ils veulent mener? Faut espérer qu'on en revienne à quelque chose d'un petit peu plus raisonnable. Mais celui qui maîtrise son tempo, c'est celui qui maîtrise son élection quand même. Et ça, faut bien le prendre en compte dans une campagne quand on a une intensité pareille. Le maître des horloges. On s'arrêtera sur cette idée. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à ce nouveau numéro d'Un Monde en Doc. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite sur Public Sénat.